Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. Nous revenons 3 fois par mois en compagnie de l'ami Corentin ici présent. Hello. Pour vous faire le débrief de tout ce qui se passe d'important et d'intéressant dans le monde des comics et de tout ce qui en découle. Alors, un petit disclaimer, bien entendu, dans nos podcasts front page au départ, c'est de remercier, de faire des remerciements. Et on continue de dire merci à notre sponsor et partenaire Pulps. C'est 3 boutiques à retrouver sur Paris et une à Bordeaux que l'on salue également. Et surtout, mais aussi, un site internet sur lequel vous pouvez passer des commandes de comics en VF et en VO. Et dans ce cadre-là, vous le savez, nous vous proposons chaque mois une sélection de comics VO à prix de lancement. Ça s'appelle le Focus Pulp. C'est accessible dans l'onglet comics VO précommande. Puis avec la petite barre déroulante, vous sélectionnez la sélection du mois et vous pouvez découvrir donc des comics qui ont l'air plutôt cool. Qu'on a choisi avec Corentin et voilà, et c'est moins cher et c'est cool parce que vous pouvez faire des découvertes malgré le prix des comics. Voilà, on vous donne un petit coup de pouce pour accompagner votre curiosité. On remercie bien entendu et également l'ensemble de nos tipeurs et tipeuses. C'est notre First Print Army qui nous permet de voir le podcast sur le long terme. Vous êtes actuellement 136 à l'heure où on enregistre ce podcast et ça nous fait très plaisir. Et un petit merci à c'est Casiel qui a rajouté son type depuis la dernière fois que nous avons enregistré un front page et également Bernardo 67. J'imagine peut-être que c'est un compère alsacien vu le pseudo. Alors laisse-moi te dire un grand merci mon cher Bernardo pour cette marque de soutien avec l'accent qui va bien. On en profite également là de ce front page du novembre parce que c'est la période. Premièrement, bon, j'ai fait une petite pastille il y a quelques jours, mais vous n'avez pas tous voté pour le premier tour de la sélection du prix du public des First Print Awards. Donc n'hésitez pas à aller le faire. Moi, je vois les statistiques d'écoute de ces podcasts et je peux comparer au nombre de votants à l'heure où on enregistre. Eh bien, les chiffres ne sont pas encore bons. Alors bien entendu, je sais, il faut s'inscrire sur Google, enfin il faut avoir un compte Google et c'est un peu chiant, donc promis l'année prochaine on va passer par un formulaire libre pour ne pas avoir cette contrainte supplémentaire, mais sinon vraiment ça vous prend 30 secondes, sachant que l'email on l'utilise pas, c'est juste une procédure pour qu'il n'y ait pas de flou pour un ou l'autre album, pour vraiment essayer de juste respecter la consigne de un vote par lecteur et lectrice. Mais voilà, vous mettez simplement le titre de votre album préféré qui est sorti en VF entre le 1er novembre 2024 et le 31 octobre 2025. Et voilà, et au sortir de cette première phase de vote qui, à l'heure où on enregistre, se termine le 11 à minuit. Donc vraiment, quand vous écoutez ce podcast, il vous reste plus que 24 heures, même moins de 24 heures pour le faire. Voilà, c'est super important. C'est vraiment une question de représentativité, de légitimité de ce prix. Donc vraiment, prenez-vous juste 2 minutes. Un petit mail. Allez. Un petit nom d'album et c'est fait et vous verrez que vraiment ça permettra d'appuyer, surtout que les albums qui seront dans la sélection du prix du public vont être mis en avant parmi les sélections qui seront donc mises en avant dans les librairies qui sont dans notre prix des libraires. Donc voilà, il y a quand même quasiment une trentaine de librairies et d'espaces culturels qui vont mettre en avant ces bouquins. Donc voilà, participer à la construction de quelque chose qui a vraiment vocation à devenir le rendez-vous incontournable des fans de comics chaque année. Et justement, si vous êtes mobile, ce que je veux dire, si vous êtes sur Paris ou en région parisienne ou que vous vous déplacez, que vous avez envie de le faire, n'hésitez pas, il reste encore des places en vente pour la cérémonie qui aura lieu le 5 décembre 2025 au CGR Paris Porte des Lilas. Ça va être super cool. Il y aura des animations en plus des prix remis. Vraiment, c'est plus que simplement une cérémonie. C'est un vrai moment de retrouvailles entre amoureux du 9e art. Et en plus, c'est rigolo. Il y aura une battle de dessin animée par le Comité des Comics, entre autres. Frédéric Sigrist et Yeri nous feront une chronique en live. Donc vraiment, vous n'avez pas envie de louper ce du saxophone par Amokiku aussi. Ah bon, il y aura encore. Attends, mais je crois que tout le monde me le demande en fait. Bah oui. Ouais, effectivement, il va falloir que je ressorte le saxophone, mais voilà. Mais il y aura plus l'effet de surprise. Tu peux jouer de la guitare si tu veux, tu préfères. Tu peux faire le thème en arpège? Non, je peux pas faire le thème en arpège. Non, ça je sais pas faire. Et je pourrais pas improviser dessus non plus, quoi. Donc c'est plus compliqué. Bon saxophone. Hein. Hélas, enfin non, tant mieux, parce que c'est cool quand même d'avoir du saxophone en live. Donc voilà, le lien est dans la description de ce podcast. N'hésitez pas à faites-vous un projet de monter avec des potes.
venez, on sera ravis de vous rencontrer parce qu'il y aura on ira tous prendre un verre ensuite dans un grand bar qui est juste à côté du cinéma. Donc ce sera une très très belle soirée, ça je peux vous le garantir. Corentin, ensuite, on va commencer par la partie comics. Oui, tu voulais y rajouter quelque chose? Je voulais pas interrompre ton introduction, mais juste saluer toutes les gentilles personnes d'Occitanie que nous avons croisées oui, bien sûr, ce week-end, parce qu'on a été à Toulouse pour rencontrer Brian Kevon et Nico Henrichon. Oui. Coucou à lui d'ailleurs s'il nous écoute aussi. On a croisé plein de gens de First Print grâce à Guillaume du Comptoir du Rêve, qui nous a gentiment invités pour animer une conférence avec ces deux auteurs. Et il y avait une partie de la First Print Army qui était là, avec leurs femmes aussi parfois. C'est beau, c'est cool, c'est sympa. On était ravis de vous voir et merci pour les chocolat et la corruption. Oui. Merci Gabriel qui nous a effectivement offert une boîte de chocolat. Merci Fanny qui avait ramené ses albums de Love Everlasting aussi pour les faire signer. Merci à Ludwig aussi qui est venu nous parler et qui viendra au First Print Awards justement depuis Bordeaux. Je crois qu'il est de Bordeaux. Donc voilà, n'hésitez pas, il y en a qui font le déplacement. N'hésitez pas à faire comme ça et comme ça. Mais effectivement, c'était vraiment toujours très sympa de vous rencontrer, d'échanger avec quelques mots. Merci à toutes et à vous de continuer de nous écouter. Et justement, on espère vous voir nombreuses et nombreux pour la cérémonie des First Print Awards. Donc, je vous le répète, la billetterie, c'est dans la description de ce podcast. Je disais donc, on passe du côté de l'actualité comics. Ce front page sera ce sera très certainement un front page un peu court par rapport, c'est-à-dire que ce sera plutôt 1h30 que 2h. Voilà, c'est comme ça, c'est ça ce qu'il faut comprendre dans le langage First Print. Mais simplement pour dire que, l'ACBD, donc l'association des critiques et journalistes de bande dessinée, vient de dévoiler ses 15 premiers, sa sélection des 15 nommés pour ce qui est le Grand Prix de la critique, c'est-à-dire vraiment la meilleure BD de l'année de 2025. Et généralement, on a parfois des comics qui arrivent à s'y glisser. Et donc, parmi les 2 albums de comics vraiment pur jus qui se sont retrouvés dans les 15 nommés, nous avons le plaisir d'avoir Les Carnets de Stamford Hawksmoor de Brian Talbot et Drome de Jesse Lonergan. Et on en profite aussi pour faire un big up à Mathieu Bablet, dont le Silent Genie est évidemment nommé. Il n'y avait pas trop de surprises là-dessus. C'est même à mon sens une évidence. J'ai le pressentiment quand même qu'il va rafler plusieurs remises de prix prochainement, ce Silent Genie. Mais déjà juste l'important, moi je trouve toujours que l'important dans les cérémonies de remise de prix, et je dis pas du tout ça parce que maintenant on est complètement impliqué là-dedans, c'est pas que le gagnant, c'est aussi la sélection, puisque ça permet quand même d'aller découvrir des albums. Je sais qu'il y a plusieurs des albums là qui sont nommés pour le Grand Prix qui m'intéressent, dont j'ai entendu parler mais que j'ai pas lu, mais dont la nomination en fait conforte l'intérêt que j'ai pour eux. Mais en tout cas c'est déjà cool déjà de me dire que il y aura peut-être un peu une caisse de résonance pour Drome d'un côté et Les Carnets de Stamford Hawksmoor, qui sont 2 bouquins qu'on a beaucoup aimés. Brian Talbot en reparlait dans un podcast récemment sur First Print, et Jesse Lonergan en reparlera également dans un podcast à venir sur First Print. Corentin, on est content quand même de voir ces 2 représentants de la bande dessinée américaine et britannique là-dedans. Oui, on est très content. Après, de ce que je comprends, Drome part pas forcément aussi bien que prévu, ce que, en l'occurrence, j'ai un peu du mal à comprendre, parce qu'à mon sens... Alors, il est critiquement, d'un point de vue critique, il a été très 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 bien reçu, mais effectivement, en termes d'achat pur et dur, c'est peut-être pas, c'est pas au-dedans, quoi. Ouais, c'est un peu dommage, à mon sens. Après, c'est aussi accessible que au-dedans. C'est pas inaccessible du plus tout, inaccessible non plus, c'est mais inaccessible, c'est pas l'histoire d'un jeune homme qui cherche l'amour avec un contexte moderne, humoristique, etc. C'est une BD qui est plus sur la création, qui est plus sur la mythologie, qui est plus sur la séquentialité. Donc si effectivement ça aide à mettre cette BD entre les mains des gens, tant mieux. On peut se poser la question d'ailleurs de l'impact réel de la critique pour participer à faire vendre des projets. Même si on vous a rencontré ce week-end, vous nous avez dit, vous m'avez fait dépenser beaucoup d'argent, on en est très content. Mais en l'occurrence, c'est vrai que celui-là, voilà, si ça peut aider à vous convaincre, n'hésitez pas. Hawksmoor aussi, pareil. Silent Genie, évidemment, je pense qu'il a pas besoin de prix pour être découvert et apprécié. Néanmoins, voilà, un Bablet qui sort, c'est toujours un événement pour faire bouger un peu les lignes de la qualité en France. Donc oui, j'ai pas grand chose de plus à ajouter, je t'avoue, je suis content pour tout le monde.
Oui, t'inquiète. Et puis après, il y aura une seconde délibération qui permettra de réduire la liste des nommés à 5 finalistes avant que Silent Jenny ne gagne le Grand Prix. C'est le pré-shot comme ça. Non, je sais pas. Je serais peut-être surpris d'ailleurs parce que je ne connais pas non plus les avis de mes collègues de la CBD. Mais donc voilà, je sais pas si Drome et Stamford Oxmoor arriveront à passer dans la liste des 5 finalistes puisque la compétition elle est quand même assez elle est rude. Hein. Il y a plein de gens talentueux dans la BD franco-belge. Mais en tout cas, voilà, moi je trouve que c'est toujours sympa d'avoir un peu des comics là-dedans pour rappeler oui que ça existe et que c'est important. Donc aussi à venir dans l'événementiel si vous êtes du coin de Grenoble. Il y a pas mal de choses à Grenoble. Il y a Mathieu Pablet qui est dans le coin. Avec la bière. Vous pouvez aller prendre les bières du label 619 puisque la brasserie Arca c'est des gens qui sont à Grenoble. La momie. Il y a la librairie Momie. Hein. Il y a pas que Momie d'ailleurs. Il y a plusieurs librairies BD. Apparemment, il y a beaucoup de librairies bande dessinée sur Grenoble. Effectivement, il y a l'immense Momie Grenoble avec Steph que l'on salue, qui fait partie d'ailleurs des libraires qui nous ont rejoints pour le prix des libraires de cette année. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. C'est très très vaste et le rayon comics, il est fou. En même temps, quand t'as l'espace comme ça, tu peux que te faire plaisir en mettant des comics en avant. Mais donc il y aura une exposition bande dessinée qui arrive au musée de Grenoble. Qui s'appelle Épopée graphique BD comics et manga, bande dessinée comics et manga. C'est une exposition, j'ai l'impression qu'il se veut une sorte de réponse ou de parallèle à celle qui avait été faite à Pompidou, c'est-à-dire qu'il veut vraiment montrer sous différents aspects l'ensemble de ce que le 9e art peut produire sur, on va dire, les 3 grands pôles que sont le continent européen, le continent américain et le Japon. Donc avec un ensemble de sélections de 400 planches réalisées par 200 artistes venant de ces 3 grands espaces, je veux dire, tu sais, ces grandes entreprises de la bande dessinée, quoi. Enfin, c'est oui, le Japon, c'est une grande entreprise. En l'occurrence, oui. Littéralement. Ouais. ça fonctionne que comme ça. Mais donc, alors, des planches qui viennent particulièrement du Fonds Hélène et Édouard Leclerc pour la culture, qui avaient aussi prêté beaucoup de planches à l'exposition du Centre Pompidou. Rappelez-vous, il y avait un podcast qui a été fait avec l'une des commissaires d'exposition. Donc là, l'exposition, elle aura lieu, donc j'ai dit la date à partir du 22 novembre. Jusqu'au 19 avril, donc faut pas hésiter à y aller, sachant que ils ont montré des planches de Amazing Spider-Man pour illustrer la partie comics dans leur communiqué de presse, mais bon, il y aura des originaux de Winsor McKay, Little Nemo, de George Harriman pour Crazy Cat, il y aura du Chris Ware, il y aura du Art Spiegelman, il y aura aussi Eric Powell pour The Goon, du Walking Dead de Charlie Adlard, il y a aussi du Flash Gordon, du Swamp Thing et du Batman au programme. Donc vraiment, je pense que pour tous les fans de comics, ce sera certainement une exposition qui sera très très sympathique. Vous savez, nous on aime beaucoup voir des originaux en général, et a priori, connaissant le fond, enfin la collection de Leclerc et justement ce qui avait déjà été montré à Pompidou, j'imagine que pour les fans de manga et de bande dessinée en tant que tel, il y aura aussi pas mal de choses à se mettre sous la dent, et c'est 5 € l'entrée pour l'exposition, voilà, ce qui est quand même très peu cher payé à mon sens. Donc n'hésitez pas, notamment si vous êtes dans la ville de Grenoble, à aller y faire un tour, et si jamais vous êtes de passage jusqu'au printemps prochain, je pense que ça va être vraiment quelque chose qui est intéressant. De toute façon, en général, toutes les expos BD méritent à mon sens un minimum d'intérêt. Ensuite, Corentin, je te laisse la parole un petit peu, puisqu'on va juste passer du côté de la VF. On aura juste une actualité pour le moment. C'est pour le programme de Delcourt. On continue un petit peu de détailler les sorties à venir pour le début d'année prochaine, en attendant de recevoir Thierry Mornay pour en reparler un petit peu plus en détail. Mais concrètement, donc on avait déjà dit d'ailleurs avec l'éditeur que Minor Arcana arriverait, donc ça c'est acté pour janvier prochain. Mais en l'occurrence là, c'est une nouvelle réédition d'un vieux travail de Brian Michael Bendis qui nous arrivera avec Jinx, qui fait donc suite à la réédition cette année de Torso. Oui, tout à fait. C'est l'un des plus vieux projets de Brian Bendis. À l'époque, c'est peut-être même le plus vieux de cette espèce de trilogie qu'il avait entamée chez Caliber. Effectivement, parce que Torso a été republié récemment, on a fait un podcast sur le sujet. Donc, pour rappel, avant d'être le monsieur Marvel, Brian Bendis, il avait quand même au départ entamé une carrière de journaliste, évidemment. Il avait écrit de la fiction pour une petite boîte qui s'appelait Caliber, et qui concentrait une partie des futurs grands de l'industrie comme
notamment Michael Avon Oeming et David Mack, évidemment. Et avec Jinx, il a signé un roman graphique, entre guillemets, en s'inspirant du bon, la brute et le truand, et en prenant pour partie l'histoire de 3 personnages, Jinx, Columbia et Goldfish, qui vont s'associer pour aller chercher la piste d'un magot de plusieurs millions de dollars qui appartient à la mafia. Et donc chacun des personnages incarne une facette de l'écriture Bendis avec le roublard, le gangster et la chasseuse de primes. Voilà, c'est un bon petit noir, encore une fois, que Bendis illustre lui-même. Donc c'est gavé de références photographiques, et évidemment, si vous connaissez le physique de Bendis, vous remarquerez que le personnage de Columbia lui ressemble énormément. Voilà, parce que Bendis, comme beaucoup de dessinateurs qui ont un peu des petites limites, Bendis utilise la photographie référentielle pour les expressions du visage, et ça se voit. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup d'amis qui ont posé pour lui pour permettre de faire cette BD. Donc il y a un style graphique qui est très limité, mais qui a beaucoup d'idées de découpage très intéressantes. Un certain Alex Ross qui fait ça beaucoup aussi. Hein. En l'occurrence, il peut faire de la peinture photoréaliste. Là, on parle quand même d'un dessin qui, vous verrez, c'est comme Torso, quoi. Il y a beaucoup de réutilisation de cases. Ouais. C'est très très peu. Enfin, c'est du Bendis en dessin, quoi. On va dire. Il y a des gens qui sont fans du Bendis dessiné. Il y a des gens qui supportent pour avoir une bonne histoire. Donc Jinx, effectivement, dont le nom est à l'origine du Jinx World, hein, qui est j'allais dire l'univers partagé, pas du tout. Non. La saga des comics de Brian Bendis s'appelle le Jinx World, les propriétés de Bendis. L'ensemble de ses créations en indépendant. S'appelle le Jinx World. Effectivement, ça fait suite aux rééditions qui ont eu lieu pour les 25 ans, en fait, de ces différents projets, puisque en 2022, Dark Horse aux États-Unis réédite Jinx parce que c'est les 25 ans de Jinx, et en France qui viennent de récupérer le Jinx World. Qui viennent de récupérer le Jinx World, des Torso qui a été réédité l'année suivante. En l'occurrence, chez nous, Torso est arrivé en premier, mais c'est rigolo puisque Jinx a été édité pour la première fois chez Delcourt en 2005. Donc, quelque part, c'est aussi une réédition anniversaire, avec le même format, couverture noire avec des cases et titre en rouge, pour un gros projet qui est de la même qualité que Torso, en plus moderne quand même. Et c'est assez proche de ce qu'il fera plus tard avec Daredevil ou avec Jessica Jones. Si vous aimez cette écriture-là, c'est du bon Bendis. Très bien. Et c'est le préquel de a.k.a. Goldfish, puisque le personnage de Goldfish aura le droit à son histoire à lui. Par la suite. Super. Donc ça arrive début 2026. Il y a aussi la suite de Rocketeer Nouvelles Aventures, qui est donc l'anthologie Rocketeer avec plein de petites équipes créatives. Ce qui n'est pas inintéressant, mais bon, ça a les qualités et les défauts d'une anthologie, c'est-à-dire que tout ne se vaut pas, mais voilà, c'est quand même intéressant de voir tous ces hommages au personnage de Dave Stevens. Et il y aura aussi la suite de Night Eater de Marjorie Liu et Sana Takada, vraiment leur à côté maison hantée horrifique sur famille dysfonctionnelle surnaturelle, qui reviendra avec le 2e tome sur 3. Moi, j'ai beaucoup aimé le premier tome, donc je vous recommande amplement et la lecture du premier tome en attendant, et d'aller poursuivre la suite quand ça sortira, sachant que elles ont aussi leur série Monstress en cours qu'on ne peut que vous recommander. Et si les autrices vous intéressent, elles étaient en interview sur First Print, et également vous avez que regarder dans l'onglet Super Friends. Ensuite, Corentin, du côté de la VO, il y a un projet plutôt intéressant qui vient de se lancer sur Kickstarter et qui concerne du Marvel, mais ce n'est pas édité à proprement parler par Marvel. C'est une série de bouquins documentaires qui s'appelle Behind the Panels, qui est menée par l'éditrice Ellie Pyle qui travaille chez Marvel et qui se propose vraiment d'être des sortes de grands bouquins de making-of de grosses sagas de chez Marvel, et ça va commencer avec un premier livre sur le Secret Wars de Jonathan Hickman. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? T'as un peu tout dit, en l'occurrence. Ouais, mais alors, est-ce que tu pourrais me paraphraser, mais avec l'air érudit? Parce que moi, en général, c'est pas ce que... J'ai pas spécialement plus d'érudition, en l'occurrence, à apporter, puisqu'effectivement, je peux contester le fait que ce soit sur des grandes sagas, parce qu'on sait pas exactement de quoi il s'agira. Ça peut peut-être être juste des events ou des grandes mini-séries. Le projet est pas forcément très clair. L'idée, évidemment, voilà, c'est de faire du making-of, en fait, simplement, mais des artbooks des artbooks, non pas des artbooks, des making-of, des bouquins historiques, des bouquins documentaires, sur la création, effectivement, de certains comics que j'imagine Marvel considère comme étant des classiques, cultes, etc. Après, évidemment, là, ça commence par Secret Wars parce qu'il y a un certain film Secret Wars qui va sortir. J'imagine que le choix n'a pas été très anodin. Oui, on peut imaginer que si, par exemple, Todd McFarlane a envie de collaborer avec ce genre de projet, pour faire un truc sur son Spidey à lui des années 90, ou avec Frank Miller s'il a encore envie de reparler de Daredevil, etc. Enfin, je pense que ça va être ce genre de choses. Là, on le sait que Secret Wars, c'est un choix qui est assez original. C'est une BD qui a à peine 10 ans. Et qui donc a été piloté par Jonathan Hickman et Sadri Beach pour imaginer le nouvel univers Marvel et se débarrasser de l'univers Ultimate au passage.
L'intérêt surtout, c'est qu'effectivement, c'est fait en collaboration avec Marvel, qui ne publie pas, puisque c'est quand même une campagne Kickstarter qui financera ce projet. Ce qui est assez commun à la politique moderne de Marvel, qui en fait a plus envie, j'ai l'impression, d'investir ces créneaux périphériques, puisque si on regarde bien, Abrams Comics Art, on l'avait dit, sert un peu de case auteur expérimental pour Marvel. La catégorie des vrais gros artbooks de très belle qualité est fait par Taschen. Et aujourd'hui, voilà. Oui, ou Clover Press aussi, effectivement. Il y a toujours les Artist Edition qui sont faits par IDW et Act 4. Je pense qu'ils ont juste pas les compétences non plus pour faire ce type de bouquin qui s'adresse à de la niche dans une niche. Et peut-être. En l'occurrence, c'est leur éditrice qui le fait, donc et puis c'est leur personnel puisque Brevoort et Nick Lowe vont participer aussi au projet. Les interviews sont assez généreuses. On a du Hickman, du Ray Beach, Bendis, voilà. Mark Waid, Aaron, Jerry Duggan, Ali Wing, Kieron Gillen, etc. Et Jordan D. White aussi, l'éditeur, et Will Moss aussi, qui est aussi éditeur. C'est deux très bons éditeurs de chez Marvel. Donc, du personnel compétent. Moi, la seule critique, évidemment, ce serait pourquoi Marvel a besoin de... Enfin, Marvel. Pourquoi Pyle n'a pas obtenu de Marvel de financer eux-mêmes le projet. Parce que c'est quand même, on parle d'un album à $60. C'est de la précommande, c'est pas grave de passer par là, y a pas de souci. Puis effectivement, c'est bien que ça existe. Moi, je trouve ça que c'est une très bonne idée. Il y a peut-être d'autres projets qui m'intéresseraient plus que ce Secret Wars là, parce que je connais un peu l'histoire éditoriale. C'est très récent, c'est ça que je voulais dire par rapport au fait que c'est un BD qui a moins de 10 ans. On était déjà là, nous, à l'époque, on a lu les interviews, c'est encore accessible très facilement, alors qu'il y a peut-être des projets plus anciens. Après, je te trouve un peu présomptueux sur le fait que ce bouquin ne t'apprendrait rien de nouveau sur... non, mais t'as dit on connaît un peu et tout ça. Enfin, on connaît un peu, oui, j'ai pas dit on connaît tout, on connaît un peu. Oui, mais je pense que je suis assez certain qu'on connaît pas grand-chose en fait, juste avec les interviews, qu'il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre en fait, parce que tout ce qui est retraite d'auteur et de scénariste, la façon dont ça a été planifié en fonction je sais pas dans combien d'années. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses en fait qui sont jamais discutées même dans les interviews, et que c'est là que ça va être tout l'intérêt, c'est d'avoir vraiment le côté regard vraiment complètement en interne de ouais, on a fait telle ou telle retraite, réunion, on a planifié ça avec tant de temps en avance et tout ça. Enfin, on le sait que c'est des choses qui se prévoient parfois 3 ans en avance, et c'est toujours des choses qui sont super compliquées à concrètement visualiser, en fait, de se dire ah ouais, mais ça en fait c'est sorti donc en 2015, mais en fait depuis 2012 vous aviez prévu qu'en fait vous alliez faire ce genre d'événement, donc c'est vraiment ça en fait c'est pour ça que moi je trouve vraiment que c'est hyper intéressant en fait d'avoir cette sorte de vision des mécaniques et des rouages éditoriaux modernes en fait, de voir comment ça marche, et ce qui n'empêche pas qu'effectivement savoir comment le premier Secret Wars se serait monté, ou comment le Daredevil de Miller a vécu, c'est aussi d'un intérêt complet aussi, surtout que oui, on peut être d'accord sur le fait qu'il y a d'autres sagas qui ont peut-être plus d'impact que Secret Wars, mais l'avantage peut-être d'un Secret Wars de 2015, c'est qu'en termes de documentation, ça doit être sûrement peut-être plus facile d'accès et plus fourni, surtout que les gens qui l'ont fait sont encore en vie et très actifs, alors que je veux froisser personne, mais il y a peut-être des gens de l'époque du Daredevil de Miller qui sont plus là, ou plus trop en état d'en parler correctement, qui ont plus les souvenirs et tout ça. Voilà. Ouais. J'ai pas grand-chose à ajouter à ça. Ouais. Très bien. Donc, c'est sur Kickstarter, pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez découvrir le projet. Et puis, je me dis vraiment, quand je t'entendais pas, je me dis, mais en fait, s'il commence par Secret Wars, et avec la fin de l'univers Ultimate, je suis à peu près sûr que le prochain, ça pourrait être justement un bouquin sur le nouvel univers Ultimate. Surtout que si ça ne dure effectivement que 2 ans, il y aura vraiment un côté, le behind the scenes complet de comment on a pensé une grande saga avec un début, un milieu et une fin, et ouais, comment ça a été chapeauté. Et ce que je trouverais là aussi vraiment pas inintéressant. Du côté de Marvel, c'est il y a 2 titres qui ont été annoncés, 3. En fait, il y a que du Marvel qui a été annoncé récemment, vraiment du côté de la VO. Une série solo pour Danny Moonstar, Corentin. Oui, annonce un peu bizarre parce qu'elle est tombée. Danny Moonstar, Daniel Moonstar Mirage, c'est une membre des X-Men, des New Mutants même pour être plus précis au départ, puis qui a été membre de la X-Force, je crois. Donc c'est un projet qui normalement devrait participer de la nouvelle période Shadows of Tomorrow, mais qui étonnamment n'a pas été mise dans le tir groupé d'annonces que Brevoort a fait à la New York Comic Con. En fait, le projet a été annoncé par la petite porte dans la dernière page du numéro Marvel's Voices Echo Seeker of Truth, qui est tombé là pour le mois du Native Heritage Month, donc un mois de l'année du calendrier américain, enfin des États-Unis, voilà, qui est
pensé normalement pour rendre hommage aux Premières Nations, donc aux occupants humains qui étaient là avant l'arrivée des colons blancs, des massacres et du fait que voilà, les États-Unis tels qu'on les connaît aujourd'hui sont arrivés. Mais néanmoins, en fait, on pourrait se dire, bah oui, c'est naturel puisque Moonstar elle-même est membre des Premières Nations, mais la page en question qui annonce ces projets-là évoque d'autres projets qui sont pas liés à cette identité ethnique. Donc c'est juste, je sais pas, ils ont oublié ou en tout cas ils l'ont même pas sollicité pour le mois de janvier, pardon. Voilà, on sait pas trop de quoi il s'agit, on n'a pas d'équipe créative forcément non plus. On sait que Moonstar revient, donc pour rappel effectivement membre des New Mutants, qui avait le pouvoir de matérialiser télépathiquement la peur des gens, qui a été créé par Chris Claremont en 82. Et après ça, qui est devenue Valkyrie pendant un temps. Elle s'est beaucoup rapprochée de la cosmogonie des héros d'Asgard, jusqu'à récemment d'ailleurs, puisque dans Fall of X, elle était encore liée aux héros d'Asgard. C'est un choix assez original. J'ai pas trop forcément d'idée de ce qu'il pourrait faire avec ça, ni de pourquoi ce personnage-là particulièrement au détour des autres. Tu l'as dit, hein, Marvel's Voices, en fait, simplement des choix de mise en avant sur des critères de représentation. C'est Ouais, peut-être. Mais après, ils font plus trop ce genre d'effort. Enfin, bah si, mais le Marvel's Voices. c'est un numéro là, tu vois. Enfin, genre, Echo, c'est un numéro. Ouais, mais à intervalles réguliers, t'as un numéro. Tu vas voir que d'ici le mois prochain, vu qu'il y aura une nouvelle année qui commence, février, donc c'est le Black History Month, on va de nouveau avoir un numéro annoncé, soit Marvel's Voices sur les personnages noirs, soit un one shot sur un personnage noir. Le mois d'après, ce sera le Women History Month, donc on aura de nouveau les héroïnes qui seront mises en avant et ainsi de suite en fait. C'est quand même assez là-dessus. Pour l'instant, on en avait parlé d'ailleurs cette année qu'avec la fin des politiques d'IAI et tout ça, qu'on était même agréablement surpris de voir DC et Marvel maintenir cet effort, qui a toujours ses limites parce que c'est que des anthologies un peu de façade, hein, concrètement, même si dans l'intention elles sont bien parce que elles permettent à des auteurs et des autrices concernés par ces identités de s'exprimer, mais c'est toujours juste des anthologies, alors que en parallèle, on leur donne pas forcément plus de boulot sur d'autres projets. Ouais, mais au moins ça existe. Pareil, quand même, parce que c'est comme Forge, enfin, tu vois, c'est un personnage, oui, elle est amérindienne, si on peut dire, mais c'est quand même, pardon, une membre des X-Men depuis plus de 40 ans, 43 ans en l'occurrence. Au moment où ils relancent les X-Men, ils annoncent une nouvelle série, manifestement, a été commandée pour ce personnage-là, mais elle ne participerait pas de... Non, parce Shadows, que je pense qu'elle participe pas de Shadows, pour le coup. Je pense qu'elle participe plus de cet effort Marvel's Voices, c'est quelque part un peu plus raciste encore, quoi. C'est vrai, on a une mutante qui est effectivement amérindienne. On va juste retenir le côté amérindien. Non, parce que ça n'empêche pas. Diversité et inclusion. Mais à côté, la grande relance des X-Men, où elle pourrait être importante, non, par contre. Parce qu'elle sera certainement dans une des équipes, dans un des titres d'équipe de la période Shadows, tu vois. Je sais pas, j'avoue, je connais pas trop. Justement, c'est un truc en plus. Leur plan par rapport à tout ça. Donc, je sais qu'il y a d'autres annonces qui vont finir par tomber, que Bleeding Cool a éventé en partie d'ailleurs. Mais on verra bien de ce que ça va donner, quoi. Ouais. Allez, Corentin, du côté, je te laisse la parole juste parce que toi qui suis bien le devenir des Iron Fist chez Marvel, ils ont annoncé une mini-série The Deadly Hands of Kunlun afin de mettre dans un même projet tous les Iron Fist présentés récemment. Oui, de faire un peu une sorte d'une façon de ménager un peu la chèvre et le chou. C'est un peu comme les Faces of the Night of the Moon Knight, non? Parce que là, c'est quand même, Faces of the Moon Knight, c'est de la connerie. C'est pas une série pour fédérer les Moon Knight, c'est une série pour exploiter la marque Moon Knight et en disant il y a eu plein de Moon Knight avant. En fait, c'est un gros plagiat, hein, de toute façon. Faces of the Moon Knight de la série Iron Fist de Brubaker et Matt Fraction de l'époque, puisqu'à l'époque déjà il y avait eu un segment anthologique qui revenait sur les anciens Iron Fist. Quelques années plus tard, Marvel s'est dit mais c'est une super idée ça, Roger, qui était déjà aussi une reprise, qu'on va me dire qu'il a pas inventé ça, mais dans le Alan Moore, le Something Alan Moore, il y a déjà ça aussi, etc. Mais déjà ils se sont dit c'est une super idée ça, Roger, on peut faire à toutes les sauces. On va faire une anthologie sur Ghost Rider pour tous les Ghost Rider qu'il y a eu, une anthologie Faces of the Moon Knight pour tous les Moon Knight qu'il y a eu, etc. Là concrètement il ne s'agit pas de ça, c'est-à-dire que le but n'est pas d'avoir des histoires courtes sur d'anciens porteurs de Moon Knight de Iron Fist puisqu'ils l'ont déjà fait. Le but en fait c'est de trouver une solution, encore une fois, au racisme et à la diversité. C'est-à-dire que pour rappel, donc il y a quelques années encore, avant que les États-Unis ne décident que le racisme en fait c'était cool en votant pour Trump une seconde fois, il y avait un effort qui avait été consenti
des grands groupes de la culture et des industries créatives sur l'idée que, majoritairement, c'était des hommes blancs hétérosexuels qui étaient les héros des histoires dominantes. Pas toutes les histoires, mais des histoires commercialement les plus mises en avant. Et que c'était problématique parce que le monde n'est pas fait que de ça. Donc c'est là que sont arrivées effectivement les politiques diversity, equity and inclusion dont Arnaud parlait une seconde plus tôt, et qu'ils se sont dit, essayons de produire davantage de films, de comics, de jeux vidéo avec des personnages de couleur, des personnages homosexuels, des personnages trans, des personnages non-binaires, des personnages féminins, etc., etc. Là-dessus, l'homme blanc dominant a répondu quoi? Jamais de la vie, moi je préfère voter pour Trump. Et du coup, ils sont en train de back down avec beaucoup d'énergie là-dessus. Marvel et DC étant des groupes de niche qui n'ont pas l'attention des grands médias, ils peuvent encore se permettre de faire des efforts. Et dans cette espèce de longue liste, il y avait notamment eu Lin Lie, qui était donc le personnage de Swordmaster, une création, donc un super-héros chinois, qui avait été créé dans le cadre d'un jeu mobile, puis intégré au canon de chez Marvel. Lin Lie, c'est un héros chinois, donc qui connaît le kung-fu. Et à côté de ça, on avait Iron Fist, qui est un héros caucasien des États-Unis, qui connaît le kung-fu. Et historiquement, Iron Fist, il avait été créé à l'époque de la mode des films de Bruce Lee, des films de la Golden Harvest, des films du premier boom du cinéma d'action asiatique aux États-Unis. Sauf que lui, en fait, voilà, c'est le héros de la série Kung Fu, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est un héros caucasien qui pratique le Kung Fu, qui pratique les arts ancestraux, qui a été là-bas, un peu comme Thunderbolt, qui a été là-bas pour apprendre le combat, qui est revenu. Par contre, il incarne une culture asiatique en étant lui-même caucasien. Donc c'est un peu comme si dans les États-Unis des années 30, on nous disait que voilà, il y a, en plus ça a sûrement, je suis conscient, ça existait en plus. Il y a un héros blanc qui a été en Afrique coloniale et qui est revenu et qui connaît les techniques de guerrier Maasai, quoi, on va dire. C'est pas que c'est raciste sur le papier, puisque à l'époque, c'était naturel de produire des séries avec des héros blancs. Mais par contre, effectivement, dans le présent, t'as plutôt envie de te dire, un héros qui fait de la baston kung-fu, qui vient de Shaolin, qui machin, etc. Ce serait plutôt lui qu'il faudrait mettre en avant pour incarner la réalité et l'essentialité en fait de cette culture-là. Donc Marvel se dit effectivement Iron Fist c'est un problème. Et comme d'habitude avec Marvel, en fait, ils ont réagi de la mauvaise façon, c'est-à-dire qu'ils ont dit on va lui enlever ses pouvoirs et prendre un héros chinois à la place. Ce qui ne fonctionne pas en fait historiquement. Il y a pas vraiment de transition en fait constatée de ce genre d'idée qui a prise. Amadeus Cho, il a été Hulk, puis il a plus été Hulk. She-Hulk a été la Hulk principale, puis elle a plus été la Hulk principale. Kate Bishop, elle a pas vraiment remplacé Clint Barton. Miles Morales n'a pas remplacé non plus Spider-Man. C'est pour ça que la théorie du grand remplacement, en tout cas dans les comics, s'applique pas du tout en fait. Avec Marvel Now et All New, ils avaient essayé de changer un peu les personnages. Au final, ils ont toujours revenu en arrière parce que c'était des tentatives momentanées. Et là, en l'occurrence, Iron Fist, c'était l'une des dernières. C'est-à-dire qu'il y avait la couverture Iron Fist No More. Danny Rand confiait les pouvoirs du dragon Shulao qui terminait entre les mains de Lin Lie. Et voilà où on en était. Et comme Lin Lie, tout le monde s'en fout en vérité parce que, en l'occurrence, c'est vraiment un héros très artificiel. Il a vraiment été créé pour un jeu mobile. Et son costume est pas terrible. Et il a pas l'histoire riche de Danny Rand avec le quartier de New York, avec Luke Cage, avec les héros à louer, tu vois. Donc, c'est compliqué de le mettre en avant. Ils auraient pu prendre d'autres personnages en vérité. Enfin, il y avait déjà d'autres héros asiatiques. S'ils avaient pris Shang-Chi pour en faire le nouveau Iron Fist, ça aurait été probablement plus digeste. Mais voilà, chez Marvel, on fusionne pas deux entités qui peuvent fonctionner individuellement. Sauf quand c'est un Ghost Rider ou un Wolverine. Donc bref, tout ça pour dire que finalement, ils reviennent en arrière en fait par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils avaient tué, même pour se débarrasser, c'est encore un peu idiot ça, mais pour se débarrasser complètement du problème, ils avaient dit on va tuer Danny Rand dans un numéro anniversaire qui avait été publié hors série. C'est-à-dire que Iron Fist n'avait plus le droit à une série à lui depuis quelques années. Ils le font réapparaître pour le tuer. Et ensuite, à la fin du numéro où ils le tuent, ils disent mais en fait il va revenir. Classique Marvel, hein. Voilà. Et donc là actuellement, Danny Rand est revenu, c'est un zombie en fait entre guillemets, c'est le Undead Iron Fist, donc il a pas les pouvoirs de Shulao, mais il a les pouvoirs du dragon immortel encore, donc on peut pas le tuer. Il a un bras métallique doré, il porte tout le temps son masque, et la série vient tout juste de se lancer là entre les mains de Jason Loo. Et donc on se demandait un peu qu'est-ce qu'ils vont faire, du coup est-ce qu'ils vont ramener Danny Rand dans le costume d'Iron Fist, du coup en se trahissant et en trahissant l'effort un peu maladroit qu'ils avaient produit avec Swordmaster. En fait non, ils ont décidé de faire une sorte de compromis, c'est-à-dire qu'il y aura une nouvelle série qui sera donc Deadly Hands of Kunlun, qui est un clin d'œil à Deadly Hands of Kung Fu, la série dans laquelle était apparu Richard Dragon
Pas du tout, j'ai DC Comics, laquelle était apparue justement. Les personnages de Shang-Chi, les personnages de Danny et compagnie, enfin, la grande série, justement, Kung Fu, qui capitalisait sur la mode de la série télé Kung Fu dans les années 70, avec donc Lin Lie, qui sera toujours le Iron Fist, et Danny Rand, qui sera le Undead Iron Fist, et pas que, puisqu'il y a d'autres héros des arts martiaux qui sont prévus, dont Elektra, Pai, le White Fox, White Tiger, etc., etc. Des démons fondent sur les cités, les 7 cités mystiques. Puis bah voilà, les Iron Fist vont leur casser la gueule, quoi. Enfin, c'est mini-série en 5 numéros, toujours l'impression qu'ils savent pas trop quoi faire de ce pôle éditorial. Ça tâtonne, ça prend des décisions, ça revient en arrière. À une époque, encore une fois, c'était un créneau qui était porteur Iron Fist. Là, j'ai l'impression qu'ils font juste vivoter la marque. Parce qu'ils savent que probablement Marvel Television a prévu un jour de relancer le concept d'Iron Fist à la télé. Puisque maintenant, on sait qu'il y aura Jessica Jones dans Daredevil saison 2. Donc que tous les Defenders sont canoniques et que potentiellement, peut-être que Marvel aura envie de faire comme, enfin Marvel la télévision aura envie de faire comme Marvel Comics en changeant l'acteur, en prenant un Iron Fist asiatique, je veux dire. Donc peut-être qu'ils ont pas envie de tuer Lin Lie tout de suite. Je sais pas. Enfin, moi ça me passionne pas plus que ça. Là, elle vient de commencer Undead Iron Fist. Là, la série est pas terrible. Et puis voilà. Ouais, je sais que ça, et je m'en veux presque de t'imposer de faire ces récaps, mais parce que je sais que toi tu suis ce parcours. Enfin, donc c'est intéressant en fait, même quand moi je suis un peu fatigué en fait, c'est pour ça là j'ai l'air. Non, mais même quand on suit pas les comics, du coup c'est cool d'avoir quand même le suivi, de savoir comment Marvel gère en fait un peu éditorialement ce personnage justement, et de voir leur manœuvre avec des gimmicks en fait qui font habituellement sur le côté. Oui, on le fait mourir, on le fait revenir. Voilà, c'est comme s'ils avaient fait une série Punishers avec Joe Garrison et Frank Castle. Ouais, mais ça, non, parce que Joe Garrison n'existe pas. Ouais. Il n'a jamais été. Si, techniquement, il est encore là quelque part. Non. Il y a pas eu de Jack Garrison. Ça, c'était une sorte d'hallucination collective, en fait. Voilà. On a un moment cru vivre. On a cru vivre dans une réalité où Frank Castle devenait un guide pour gosses dans un monde de fantasy, et où Joe Garrison était quelqu'un qui serait le Punisher. Mais c'était juste une illusion. Voilà. Personne n'a vu ça. À peine une sensation. Du côté de Marvel, on termine avec l'annonce de ce qui sera le grand event estival de Marvel l'année prochaine. Ça s'appelle Armageddon. Et alors on aurait aimé que ça parle d'un astéroïde qui se crache sur la Terre, et que Bruce Willis aurait pu empêcher la collision en se sacrifiant héroïquement dans un film bien américain, bien 4 juillet. Mais non, c'est pas ça a rien à voir. C'est tout ça. En fait, on sait pas d'ailleurs de quoi il en ressortira vraiment, sauf que l'intrigue est liée à l'actuel run de Captain America par Chip Zdarsky, et que les fameuses Origin Boxes qui sont revenus depuis l'univers Ultimate qui est en cours de clôture auront son importance. On a une première mini-série qui a été annoncée qui s'appelle Weapons Wolverine, Weapons of Armageddon, qui a également été annoncée, et dans laquelle Zdarsky sera accompagné de Luca Maresca au dessin. A priori, c'est Logan qui repart encore une fois à la recherche qui découvre qu'il y a de nouveau des gens qui essaient de faire revivre un peu le programme Weapon X, en fait, en prenant des mutants pour en faire des armes. Non. Il y a ça suffit là. Voilà, il y a oui. Le Weapon Plus, on était quoi à 9 non, mais là ça s'appelle 23 du coup, il y en a eu 23 au moins, ça c'est sûr. Mais oui, techniquement. Mais en fait, ça s'appelle plus Weapon quelque chose. En fait, c'est une société qui s'appelle visiblement Prime Warrior, et qui veut vraiment militariser, faire de la production de super soldats. J'imagine que les Origin Boxes pourraient être utilisés à ces fins, histoire de donner à des potentiels super soldats des super pouvoirs, quoi. Ah, tu penses? Bah moi, c'est ce qui me paraît assez logique. Moi, je les voyais bien de se prendre un super héros un peu sur le déclin et lui filer de nouveaux pouvoirs, tu vois, parce que ce qui est pas, oui, ce qui peut aussi être. Captain America maintenant il va voler, tu vois, tirer des boules de feu. Bah non, parce qu'a priori Captain America il va pas s'engager là-dedans. Tu penses que c'est pas lié parce qu'ils c'est forcément lié à ce qui se passe actuellement. Ce sera lié à ce qui se passe actuellement là-dedans, mais que je n'ai pas lu moi. Après, de toute façon, là actuellement ils gèrent les conséquences de Emperor de One World Underdoom. Ouais. On n'a pas encore de piste. Enfin, si, il y a Red Skull qui reprend le lead, puisqu'il va en Latverie pour récupérer un truc que Doom a prévu. C'est peut-être lié à ça.
Et donc, il y aura donc cette intrigue dans laquelle Wolverine va affronter Nuke, qui sera de retour. C'est le personnage dont on garde en mémoire notamment les actions dans Daredevil Born Again. Oui, qui a été réutilisé par Ta-Nehisi Coates. Non, Rick Remender, dans son Captain America aussi. Et Ta-Nehisi Coates ensuite, puisque Nuke était devenu une sorte de super soldat que tu peux créer sur commande. C'est a priori c'est de nouveau le truc parce qu'ils disent qu'il y a Nuke qui est de nouveau surarmé, suréquipé, updated, machin, donc un all Nuke. All new Nuke. All Nuke. Non, si c'est bien. All new Nuke. Mais bon, sur le côté, après, j'ai l'impression qu'ils adoptent le modèle de DC en ne faisant qu'un event par an, qui sera l'event estival. Et ça, quelque part, je me dis que si on peut éviter d'avoir une année où t'as et l'événement Spider, et l'événement Venom, et l'événement X-Men, et l'événement Marvel Universe, en fait, ça peut être mieux d'avoir effectivement juste un gros truc pendant l'été. Sachant que pour l'instant on n'a rien d'autre parce que on a eu le truc, le nouveau crossover Spider-Man Venom, mais ça c'est juste un crossover entre séries, c'est pas un event là avec les mini-séries, les tie-in et tout ça. Donc j'ai peut-être un espoir que ça me paraît un peu naïf de ta part. C'est complètement naïf de ma part. On sait que Knull revient et que c'est mentionné dans le New Venom et il y aura un événement Venom avec Noël dedans, hein, c'est sûr. Mais laisse-moi faire le naïf. Ce sera Queen in Black ou Emperor in Black. Ils vont wokiser le King in Black. Ouais, ils vont le remplacer par une femme chinoise. Voilà. Et pas de blague au bout de cette cette blague de ce tunnel. Mais je sais pas, après peut-être. Moi ça m'allait bien One World Under Doom sur l'année là qui vient de se passer. Oui. J'ai pas lu les autres events du coup, donc enfin les autres events, les autres trucs qu'ils ont fait à côté qui font passer pour des events, mais ça m'allait très bien, tu vois, c'était global, canonique. Ça avait un impact réel sur les séries. C'est ça, c'est plutôt surtout qu'ils ont vendu Armageddon comme étant Earth Shattering, mais genre le truc qui va vraiment bouleverser les Avengers comme l'a fait Avengers Disassembled il y a longtemps, il y a 20 ans du coup, je crois que c'était 2006. Donc moi ça me va aussi d'avoir ce côté chaque année on a un event qui peut rebattre les cartes mais comme ce que faisait en fait Bendis à l'époque en fait avec les Secret Invasion qui donnaient place à Dark Reign puis à Siege et tout ça, enfin d'avoir en fait une nouvelle dynamique de cet univers partagé est perturbé dans son ensemble par un truc et on arrête de multiplier par contre les récits crossover un peu vains et qui n'ont pas vraiment d'impact sur l'ensemble de l'univers. C'est que t'as aussi l'impression qu'ils récupèrent des meilleurs commandants que ce qu'était Dan Slott ou les quelques autres qui ont fait des événements un peu tartes. Je sais pas. Ou qu'ils essaient plus de surgonfler peut-être les trucs comme King of the Realms, j'allais dire Battle of the Realms. War of the Realms, c'était Jason Aaron. War of the Realms ou Gang War ou Devil's Reign et tout. Il y avait Gang War aussi, ça existait. Oui, non, mais je veux dire que c'était pas une fin de volume conséquent, tu vois. Non, c'était comme Devil's Reign, c'était un gros event dans un run, en fait, intercalé dans un run. Hein. C'est ça. Mais qui est quand même la batterie de spin-off et tout. Blood Hunt, tu vois, Blood Hunt qui est de la merde, enfin, je veux dire, Putain, ouais, j'avoue. C'est un truc qui sert absolument à rien, qui se fait décliner sur 50 numéros, tu vois. Et pourtant, c'était chapeauté par Jed McKay, quoi. Mais est-ce que Blood Hunt, c'est pas le dernier final event de cette catégorie-là, d'event nuls qu'on a eu chez Marvel? Non, attendons de voir, mais tu vois, là, j'allais dire, il commence à y avoir des meilleures commanderies. Je veux dire, effectivement, Chip Zdarsky a l'air de vouloir vraiment s'engager dans son travail sur Captain America. Ryan North a prouvé quand même que c'était un mec qui allait compter dans les postes de commande de chez Marvel pour les années qui arrivent là. Peut-être que c'est comme chez DC, justement, qui a retrouvé un peu de santé quand Williamson est revenu pour dégager un peu Scott Snyder et dire, bon, peut-être arrêter les motos, les coupes mulets et les Iroquoises et les tronçonneuses et on va faire du vrai canonique DC en référence à ce qu'on faisait avant. Et petit à petit, c'est réassemblé autour d'eux, justement. Mark Waid qui est revenu, etc., etc. Ouais, enfin, en attendant le prochain event, enfin, là, il vient de démarrer d'ici KO. Parce que Scott Snyder est revenu. Mais on a eu 3 ans de tranquillité. Toujours ce même, tu sais, du barman dans Les Simpsons, quoi. Ouais. On a eu 3 ans de tranquillité. Là, c'est pareil, j'ai l'impression que, je sais pas pourquoi, en l'occurrence, ça pourrait être intéressant, effectivement, d'avoir, des explications sur qu'est-ce qui a permis que One World Under Doom ressuscite enfin cette logique de l'événement réellement conséquent. Parce qu'effectivement, c'est le jour et la nuit par rapport à Blood Hunt et ces crachats d'événements Venom qui, à part King in Black, remarque si, c'est pareil, King in Black, c'était un événement qui a eu une importance. Mais il était quand même centralisé pour moi. Alors que là, on parle vraiment d'événements planétaires
qui peuvent embarquer différents départements. Tu vois, si regarde Armageddon, tu parlais d'événements à la con, là, Age of Apocalypse, Revelation, pardon. Age of Revelation, actuellement, qui tient son cours actuellement, c'est du Convergence, hein. Enfin, c'est l'événement tampon qui sert à préparer les prochains numéros des X-Men. C'est que des mini en 3. Oui, c'est vrai qu'il y a ce truc là en ce moment, effectivement. J'étais en train de dire, ah oui, ils en font plus trop, mais en fait, si, ils continuent quand même, effectivement, j'imagine que, c'est quoi, c'est c'était quoi, c'est Shadows of Tomorrow mènera un autre truc, peut-être 6 numéros après, enfin, parce que c'est venu très rapidement, hein, Age of Revelation. Bah, c'est, en vrai. Encore une fois, on dit que je suis méchant, etc., mais c'est bien la preuve que les X-Men. C'est compliqué, non, et clairement, ils ont énormément de mal à gérer vraiment ce pôle depuis Kickman est parti. Depuis la fin de Krakoa, non, depuis la fin de Krakoa. Oui, parce qu'après, à quelle époque, il y a quand même Spurrier et Degan qui ont pendant 2 ans, 2 bonnes années au moins, donc, même plus en fait que 3 ans. Donc non c'est vrai qu'ils ont beaucoup de problèmes. Donc Armageddon, ça arrivera en juin 2026, donc il y a une mini-série Weapons of Armageddon qui permettra sûrement d'y voir plus clair, et j'imagine qu'il y aura un numéro, enfin un segment introductif dans le FCBD de cette année, puisque c'est en mai, et donc si l'event démarre en juin, c'est a priori la chose la plus logique et pertinente à faire quand t'es éditeur. Du côté des écrans, Corentin, on y passe déjà, on te l'a dit, hein, on vous l'a dit, ce sera un podcast qui sera court. Il y a alors ils appellent ça une série en 2 parties, moi j'appelle ça un téléfilm mal découpé, mais en tout cas Disney et Lego Marvel en fait proposent un nouveau, un nouveau. Ça m'énerve, ils disent a 2-part series, vraiment ça m'horripile quoi. 2-part, ça n'a aucun sens quoi. C'est un double épisode, je sais pas. Micro-série. Moi j'ai appelé ça un film, voilà, il est découpé en 2 épisodes, mais ça reste un film d'animation qui s'appelle Lego Marvel Avengers Strange Tales, et le Tales ne s'écrit pas Tales comme les histoires, mais Tales comme les queues. Puisque c'est effectivement un film d'animation où l'humanité, les Avengers, vont être confrontés à la pire menace existante possible, c'est-à-dire les chats. Puisqu'en fait, c'est ça la pire menace existante possible. Ah putain, les chats, c'est tu sais bien que ce sont des engins du démon. Et les IA, les milliardaires. Ouais, mais les chats sont vraiment pas très très loin, hein. C'est juste qu'ils sont plus perfides. Après, j'aime pas trop moi le design des chats Lego, je trouve qu'ils ont des gueules dégueulasses. Enfin, tu sais, ils sourient. Ce qui est pas les chats, ils sourient, les chats, ça sourit pas. Ouais, mais ça fait la gueule, les chats. Ce qui est pas si éloigné de la réalité, quoi. Ces affreuses bestioles. Non, les chats, ça sonne bien. Justement, dans la réalité, les chats ne sourient pas. Les chats, ils ont toujours l'air de te juger ou d'être surpris. C'est l'un ou l'autre. Ou alors, ils sont... Non, mais quand tu disais qu'ils étaient dégueulasses, quoi. Parce que les chats, c'est horrible. Mais t'as eu des chats, tu sais que t'es pas du tout crédible. Laisse-moi, je suis tu vois, quand on va chez quelqu'un qui a un chat, t'es oh le minou. Je suis alors jamais de la vie. Tu rigoles ou quoi? On m'a jamais vu faire ça. Il y a pas de preuve vidéo ni photo. Non, tu n'as rien. Je les ai prouvés sur les réseaux sociaux. Généré par IA. J'ai fait des threads. C'est de l'IA. Non, c'était avant les IA. C'est complètement de l'IA. On a vu tout Moon Knight saison 1. On avait les accès presse, donc j'étais obligé de les voir chez Arnaud. Il y avait Polo sur ses genoux. Le mec, il le tenait comme si c'était une peluche. Le pauvre chat qui voulait se barrer, Arnaud dit non, tu restes là. Parce que Arnaud parle comme ça. C'est ta parole contre la mienne au tribunal, hein, Corentin, tu sais. Non, mais donc, tu vois, les chats qui sourient, c'est malsain. En fait, concrètement, les chats sont utilisés par la méchante, alors qu'il y a un prénom dont je me rappellerai plus et qui est pas forcément intéressant, mais parce que en fait, elle veut devenir la plus virale au monde, quoi. Elle veut avoir un max de popularité. Du coup, elle va utiliser les chats pour devenir la plus grande influenceuse du monde, et comme Marine Le Pen, quitte à provoquer le chaos. Et donc, les chats seront utilisés parce que qu'est-ce qui fonctionne sur Internet? Ce sont les vidéos de petits chats, évidemment. Voilà, ça. Encore est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Bah oui, bien sûr. Tu penses? Quantité de vidéos, bien sûr. La quantité de vidéos de chat que tu trouves sur... Et d'ailleurs, je me suis fait berner par un truc d'IA. Et c'était sur un truc de chat, tu vois. Donc, où c'était un chat qui miaule contre à la vitre avec un autre chat qui le regarde, et quand il feule, tu vois, vraiment il fait comme ça, et quand la nana ouvre la porte qui laissait pas, en fait t'as l'autre chat juste qui lui met la patte sur la tête, et là t'as le chat qui se tourne, qui fait miaou comme ça, tout mignon, et c'est vraiment, je te jure que je me suis fait complètement berner. Quelqu'un aurait généré cette chose? Mais je sais pas pourquoi les gens trouvaient ça dans la vraie vie. Non, parce que justement, techniquement, si elle ouvre la porte et normalement ils se battent, en fait, à zéro moment, ils feraient juste rien, tu vois. Non, mais le coup de patte sur la tête, c'est un signe de domination. Entre les chats, mes chats le font souvent pour désamorcer une bagarre, désescalader une bagarre. Bowie fait ça à Reznor, et du coup, Reznor, il est en mode genre, tu fais chier, qu'est-ce qu'on a pris ce bar? Donc c'est possible, tu vois, c'est
Il y a l'intérêt d'épuiser de précieuses ressources d'eau pour générer cette chose. Je sais pas. Décrivez-vous, s'il vous plaît, dans les commentaires si vous faites ce genre de choses. Et pour dire que donc voilà, donc les chats sont toujours quand même l'espèce dominante sur Internet en termes de regain de maintien d'attention, et donc ça a l'air plutôt rigolo, quoi, parce que du coup tu vois plein. Lego, quoi. Tu vois Hawkeye qui est contre plein de chats en Lego et tout, ça a l'air un peu débile. C'est très très culture Internet aussi d'aujourd'hui. Ici. Pardon, je suis désolé, c'est une blague dégueulasse, mais bref. Non, toi tu vas le regarder, bah du coup tu vas le regarder en plus, ça sort là. Juste, je raconte quand même parce que ça va me perturber. T'as fait une private joke, mais sachant que ouais, mais après en plus c'est parole contre parole et nanana. Voilà, c'est même pas avéré, l'ex-compagne et partenaire de production de Jeremy Renner a dit que quand elle l'avait quitté, après qu'il lui a envoyé beaucoup de unsolicited dick pics et compagnie, il avait menacé, et c'est peut-être une blague d'appeler l'ICI pour la virer parce qu'elle est chinoise d'origine. Et donc effectivement, là, Jeremy Renner, voilà, si c'est prouvé, aura définitivement enterré son statut d'être humain sinistre. Mais on verra bien. Je veux pas tirer le truc sur la comète. Néanmoins, oui, j'ai regardé la vidéo. Je suis pas toujours très fan, moi, de ce côté Lego en 3D. En fait, moi, pourquoi ils refont pas des trucs comme Lego Batman, comme moi j'aimerais bien qu'ils fassent un vrai film Lego Marvel au cinéma avec la qualité d'animation et d'écriture qu'ont eu les films Lego Movie et Batman Lego Movie, hein. C'est incompréhensible qu'ils se maintiennent effectivement, parce que même du côté de DC justement, les petits films d'animation Lego qu'on a eu, c'est rigolo, mais ça va, voilà, c'est pas incroyable, alors que même vraiment l'humour des jeux Lego, qui est un peu le truc qui a dominé cette espèce de, enfin, je sais pas si c'est un truc que Traveler's Tales a créé ou si c'était toujours dans la culture Lego avant, mais moi je trouve c'est bien écrit, hein, il y a des petites idées et tout. Moi ça m'a jamais trop fait rire, en fait, tu vois. C'est plus premier degré, en fait, que les films Lego qu'on a eu au cinéma, je crois. C'est moins méta, c'est moins culture pop, c'est moins clin d'œil et tout, donc ouais, bon, effectivement, moi, encore une fois, je sais ils avaient pensé à faire un Lego Batman 2 à un moment donné. Le projet n'a jamais vu le jour, alors que c'était probablement l'un des meilleurs films d'animation de la génération où c'est tombé, tu vois. Enfin, j'exagère, après, on me répondrait aux mecs, regarde des animés japonais et tout, mais dans cette culture un peu grand public, animation 3D, compagnie. Oui, même à l'époque où c'était sorti, c'était le meilleur film de super-héros de l'année, quoi. Vraiment, ça enterrait tout quand c'était sorti. Et même peut-être Marvel qui aurait bien voulu avoir le son film Lego en animation aussi. Oui. Un film Lego Spider-Man, en vrai, ça pourrait être très drôle. Ça pourrait être super génial. Ouais. Et tout est super génial en plus. Ouais. Donc, non, vraiment. Mais donc ça arrive sur Disney+, là, d'ici une dizaine de jours. Ils l'ont annoncé, même moins. Ça arrive là ce vendredi, je crois, alors on enregistre ce podcast, parce qu'ils l'ont balancé comme ça. Au fait, on a ça qui sort. Ça, j'imagine. Le premier épisode, tu veux dire. Le premier épisode. Non, les 2 épisodes sortent le même jour. Le film sort le même jour. Du côté. En plus. Oui. Pourquoi ils l'ont coupé? mais comme Marvel Zombies, ils disent ouais, c'est 4-part series event, je sais pas quoi. Niquez vos darons, quoi. C'est vrai. Bah oui. C'est la culture du binge. C'est comme, tu sais, le film, enfin, le Astérix de Chabat, là, le combat des chefs. Oui. C'est un film. Chabat l'a écrit comme un film. C'est Netflix qui a dit non, tu nous le découpes en série télé, s'il te plaît. Alors t'as envie de dire que Netflix, de base, il sort tout le même jour. Donc quelle est la logique? C'est en fait, lui, de base, il avait écrit un script pour un film même pas une animation, un script. Le combat des chefs. Netflix est venu le voir, ça nous intéresse. C'est les gars ont dit, par contre, je veux le découper. C'est hyper bien, ouais. Je veux que tu le découpes en plusieurs parties. Mais pourquoi? Puisque vous, de toute façon, votre business, c'est tout en un. Enfin, faites-en un film, c'est bien les films aussi. C'est une question de marketing. Surtout qu'ils produisent des films, par exemple, là, le Frankenstein de Guillermo del Toro, c'est un film, c'est pas une série. Oui, mais tu vois, je crois quand ils avaient ressorti le Hateful Eight de Tarantino, pareil, ils l'avaient découpé en plusieurs épisodes. Si. Il y a une version avec des génériques de fin et tout en 4 parties, je crois. C'est la culture interne. Ah, mais c'était comme, tu te rappelles, il l'avait fait aussi pour, où il voulait le faire à un moment. Pour The Justice League de Zack Snyder. Oui. Faire un truc en 4 parties. Il voulait le faire, ouais. Mais c'est la culture, c'est, en fait, si les gens, il n'y a pas plusieurs épisodes, ils disent, oh, ça a l'air chiant, c'est un film, j'aime pas les films et tout. Mais non, mais personne dit ça. Je sais pas. Personne ne dit ça, Corentin. Enfin, ouais, non, c'est chaud. Mais donc voilà, ce sera disponible sur Disney+, là, d'ici quelques jours. Et du côté des écrans, des grands écrans, on a une annonce d'une nouvelle adaptation de comics qui nous vient donc, puisque les comics en creator owned servent toujours pour une bonne partie d'entre eux, de support pour raconter de nouvelles histoires à l'écran. Après tout, il y a déjà un script, enfin il y a une histoire, il y a déjà déjà des images, donc parfois t'as envie de dire qu'il suffirait de faire du case par case pour simplement avoir le film. En l'occurrence là, c'est un projet qui s'appelle Last Flight Out, qui est sorti il y a 2-3 ans chez Dark Horse, qui est
écrit par Mark Guggenheim et dessiné par Eduardo Ferrigato. Et donc c'est Apple Studios qui veut en faire un film pour leur plateforme Apple TV+. C'est Apple Original Films qui a récupéré les droits des comics et ce sera produit par Chernin Entertainment, qui a déjà fait la série C avec Jason Momoa dedans, que tu as peut-être regardé. Oui, je l'ai regardé, ouais. C'est pas extraordinaire. Mais donc surtout, c'est Sam Hargrave qui... C'est de la bonne science, enfin c'est gros budget par contre. Ouais. Oui, mais c'est Sam Hargrave donc qui a fait les Tyler Rake, aka Extraction, qui va s'en occuper, puisque bah voilà, il s'y connaît maintenant en adaptation de comics, et surtout que le pitch est très Sam Hargrave compatible, puisqu'en gros, ça se passe en 2055. Il y a le dernier vaisseau qui s'appelle Tevat Noah 3, donc l'Arche de Noé 3, qui va partir de la Terre parce que la planète est devenue inhabitable, qu'il y a une sorte d'état d'urgence, enfin pas d'état de loi martiale qui a été appliquée dans l'ensemble du monde, et que c'est devenu voilà une planète entière sans foi ni loi. Et le fils, la fille du concepteur du vaisseau, elle veut rester sur Terre, et donc le concepteur le scientifique qui a conçu ces vaisseaux part à sa recherche avec une petite équipe de militaires. Évidemment, l'hélicoptère dans lequel ils sont va se crasher en plein territoire hostile, et ils vont devoir donc faire une mission d'extraction de la fille en question dans ce territoire devenu invivable et très dangereux. Donc ça, c'est vraiment un projet très calibré pour Sam Hargrave. Je commençais à lire les premiers numéros. Et encore, parce que ça c'est juste le numéro 2 de la mini-série. C'est il n'y a pas de baston dans cette BD. Ah ouais. Ah non, parce que je suis pas allé encore plus loin que le numéro 2. Donc, le propos, c'est plus le père qui essaie de reconnecter avec sa fille, qui lui en veut mécaniquement, la pollution des humains, la transition des générations, le patriarcat, c'est beaucoup de tchatch, hein. Enfin, c'est très écorché vif, entre guillemets. Donc, je pense qu'il a juste dû voir le numéro 2 avec les gars, la seule scène où les gars ont des M16, et ils se sont dit, bon, après, il y a un peu de baston, mais tu sais, c'est des coups de poing dans la gueule de espèces d'enfoirés, tu vois. Enfin, c'est pas genre, Chris Hemsworth va pas tuer 200 personnes dans celui-là, a priori. Ouais. Peut-être que si. Bah, ça dépend de ce que Sam Hargrave décide d'en faire, mais vu le pédigré du réalisateur, j'ai envie de dire que lui, il va plutôt le tourner en film d'action bourrin, dans lequel... Mais c'est faisable, en plus. Enfin, ce côté, effectivement, survivant, avec, quelques gens qui veulent absolument monter dans le truc pour se barrer, et les mitrailleuses qui sont dedans, mais après, est-ce que c'est encore une fois, on a encore besoin d'un nouveau film avec des mitrailleuses, tu vois? Ça fait des années qu'on en fait, hein, quelque part. Ouais. Je sais, je suis vraiment sur ces week-ends à Toulouse qui m'a crevé, et on a veillé tard hier pour le jury des First Print Awards, donc je suis vraiment un peu éteint là, mais j'ai pas envie encore une fois de miner le moral des gens. Moi j'en ai un peu quand même ras le cul de ces films de quadragénaires musclés. Il y a vraiment beaucoup de trucs comme ça qui sont produits à l'année. C'est à cause du succès de The Old Guard, entre autres, à cause du succès de John Wick, à cause de... Alors plutôt de John Wick, parce que The Old Guard, ça n'a pas non plus été... Ah si. Ça a été un énorme succès d'audience sur Netflix. Oui, mais les audiences sur Netflix... attends, mais c'est Netflix, ils ont produit combien de ces machins-là? Et honnêtement, mais parle-moi de succès au box-office, John Wick, là on parle, parce que c'est du concret, tu vois, de dire oui, ça a été le number one movie pendant un week-end sur Netflix, c'est bon, on sait que ça veut rien dire. Le box-office, ils s'en battent les couilles, tu vois, pour les plateformes. Parce qu'ils sont tous un peu point made, effectivement, sur cet aspect-là, effectivement. Même Apple, je crois qu'ils avaient produit un film de merde avec Anya Taylor-Joy et Miles Teller. Alors, pour le coup, c'est pas un John Wick-like, mais c'est pareil, c'est un film de merde, quoi. Enfin, c'est un truc c'est les 2 derniers de l'humanité, ils gardent un truc, c'est un peu comme le film avec Star-Lord, Tomorrow War. Chris Pratt, merci, de Tomorrow War. Tu sais, c'est toute cette espèce de gamme de films, vraiment, on a accepté qu'on a arrêté de réfléchir. Et là, on parle quand même d'un monde inhabitable, de quitter la Terre, etc. Enfin, il y aurait éventuellement des thématiques. Ça va être un film d'action bourrin de merde, quoi, encore. Et moi, je veux bien poser mon cerveau, hein. Je suis le premier client des films débiles, en vérité. Mais il y en a trop, quoi. Et là, le nombre d'adaptations de comics intelligentes qui sont dans la nature et qui vont jamais être montées parce que les mecs se disent il y a pas d'argent pour ça. Alors que là, franchement, enfin, ça m'arrive, quoi. Allez, je reprends le lead pour ne pas que tu t'enfonces dans un tunnel de dépression. Mais franchement. Pour parler d'un projet plus sympathique, en l'occurrence, ce sera de l'animation. Donc ça, on aime bien l'animation. C'est Retour à Neverland de Tom Tyler et John Somariva qui est en cours d'adaptation
par une compagnie de production australienne, puisque c'est de là que vient Tom Taylor. Retour à Neverland, une série dont le premier tome est disponible chez Dupuis, qui avait été d'ailleurs nommé dans la catégorie jeunesse l'année dernière pour les First Print Awards. Signe évidente de qualité, mais pardon, qui a aussi reçu un prix cette année au rendez-vous de la BD d'Amiens, justement un prix des collégiens, je crois. Donc non, et qui est en l'occurrence vraiment une BD très sympathique, dans lequel en fait c'est une bande de gamins sans abri qui recrutent un nouveau gamin dans leur bande, qui s'avère être en fait un enfant perdu, qui leur demande de retourner au pays imaginaire parce que ils sont en train de lutter contre une sorte de successeur au Capitaine Crochet, qui est ultra violent et très méchant. Et donc ces enfants-là, donc avec Bee, l'héroïne, qui vont revenir dans le pays imaginaire pour participer à cette guerre, qui est un récit aussi sur la perte des idéaux quand tu deviens adulte par rapport à l'enfance, quelque chose qui est assez cher de toute façon à Tom Taylor, qui a commencé littéralement par la BD jeunesse et même par une série d'animation, The Deep, qui a été faite via Netflix. Donc là, il revient un petit peu à ses premiers amours, avec justement cette adaptation pour laquelle il va coucher le script. La direction artistique, elle est supervisée par John Somariva, donc le dessinateur de la bande dessinée. Pour l'instant, tous les voyants sont plutôt ouverts. Faudra juste à voir en fait quelle sera j'espère que ce sera de la 2D et pas de la 3D par contre, parce que le studio qui fait ça, de ce que j'ai regardé de leur page, c'est que des trucs en 3D quoi. Tu l'as ta réponse du coup. Laisse-moi continuer de faire le mec naïf pardon. depuis avant qui a des wishful thinking voilà comme ça qui ne seront pas assouvis. Mais il y a quand même une vraie implication là de l'équipe créative qui n'est pas que consultant, donc j'ai quand même bon espoir que ce soit un truc plutôt sympa à regarder. Et le tome 2 alors devait arriver cet automne, il était sur le programme de Dupuis, là il a été décalé à début d'année 2026 sur le dernier programme que j'ai eu de Dupuis, et dans le papier de Deadline ou du Hollywood Reporter ils disent que le tome 2 ça sort à l'été 2026 de l'autre côté du monde, donc je sais vraiment ça prend beaucoup de temps, mais il y a qu'un tome de Retour à Neverland pour l'instant. Le tome 2 il est, ça fait un bail pourtant, non? il y avait eu beaucoup de temps entre l'annonce du projet et sa concrétisation, mais parce que John était sur d'autres bouquins peut-être, enfin d'autres projets, et que je me rappelle, on n'a pas eu le temps d'en discuter à Amiens quoi, mais je sais pas, parfois il y a aussi juste des problèmes de vie en fait qui prennent le pas sur le travail, donc il y a tout un tas de facteurs, mais c'est marrant parce que en VO, le deuxième volume s'appellera donc Neverlanders Get Lost, et Get Lost, pour ceux qui se souviennent, c'était le hashtag que Tom Taylor avait utilisé il y a 5 ou 6 ans pour annoncer le projet une première fois, donc tout est dans la continuité, tout ça semble bien, et moi je suis quand même plutôt content parce que c'est une très bonne BD que je vous invite à aller découvrir, que ce soit en librairie ou en bibliothèque. Je pense en plus très clairement que c'est une BD à mon avis qui a été commandée par pas mal de bibliothèques, donc n'hésitez pas à y jeter un œil, c'était vraiment une lecture très sympathique, et je suis plutôt content sur le principe en tout cas que l'animation s'y intéresse, parce que c'est un projet qui est plutôt bien taillé pour faire de l'animation. Corentin, toi j'aime pas plus que toi les séries animées 3D, je suis surtout content si ça fait un peu d'argent en plus pour Tom Taylor, et si ça aide à faire découvrir la BD elle-même qui est très sympathique. Néanmoins, j'attends plus forcément des adaptations qu'elle transcendent le produit fini. Si ça remotive Somariva, enfin si ça l'aide aussi lui financièrement à régler les problèmes de vie dont tu parles pour que la suite arrive, c'est déjà que je suppute, j'en suis pas persuadé, mais généralement quand t'as des trucs qui prennent 6 ans à se faire pour 100 pages, je pense que c'est qu'il y a des raisons externes au seul dessin qui peuvent intervenir en compte. Très bien, et pour finir sur une note joyeuse et enthousiaste avec l'ami Corentin, est-ce que tu peux nous faire juste le dernier point en cours sur le potentiel rachat de Warner Bros? A priori, c'est Comcast et Netflix qui étudient sérieusement cette piste. Netflix, on en avait déjà parlé un petit peu, c'est vrai, donc plus Comcast alors peut-être, ouais. Netflix sont passés par une banque d'affaires pour effectivement formuler une offre. En fait, là, donc, dans l'année aux États-Unis, enfin en France aussi, tu me diras, mais aux États-Unis, ils ont un langage particulier pour parler de ça. Il y a ce qu'on appelle les trimestres d'activité fiscale. Et les quarters. Les quarters. Les quarters, effectivement. Donc là, c'était le Q3, donc quarter numéro 3, donc le 3e trimestre d'activité fiscale, qui s'est achevé. Sachant que, en l'occurrence, c'est généralement l'occasion d'une conférence, ou une conférence, ou en tout cas, une note d'intention, un bilan, des discours de la part des présidents, de la part des chefs comptables, de la part des CFO, de la part des comment ça s'appelle,
des différents groupes qui publient leurs pertes et profits. Alors généralement c'est public, les données sont accessibles pour toutes celles et ceux qui voudraient appliquer leur BEP comptable à l'étude de ces données-là. Nous, ce qui nous intéresse plus, parce que effectivement, tu m'avais mis cet article, tu sais, sur les performances de Warner Bros. Warner Bros, donc si vous voulez savoir comment va Warner Bros Discovery va bien. Ils ont fait effectivement un bel exercice fiscal sur l'année, pour l'instant, l'année en cours. Ils sont toujours dans le rouge, ce qui est pas forcément idéal quand t'es une boîte qui a pris un emprunt de 50 milliards pour racheter Warner Bros, en l'occurrence. Néanmoins, donc, ils ont quand même réussi à en rembourser 35. Et de fait, ne perdre un peu d'argent, c'est pas gravissime compte tenu du contexte actuel. Si vous prenez Disney va mal. Par exemple, actuellement, Disney va plutôt mal. Ils ont eu beaucoup de sorties cette année qui n'ont pas fonctionné, pas que chez Marvel Studios. Oui, avec le dernier Tron qui a un nouveau plantage. Peut-être que voilà, je vais pas dire ce que je pense de cet échec parce que ce serait pas gentil pour Jared Leto qui ne m'a rien fait. Néanmoins, il fallait pas prendre Jared Leto. Donc voilà. Il fallait pas faire un troisième film Tron. Hein. Même en deuxième, en vérité. Enfin, à part les bandes son, qu'est-ce qu'on retient de ces films? Voilà. Je pose la et question. même le premier, il fallait le faire en animation parce que c'était Mobius qui avait fait les designs et c'était prévu au départ. Voilà. Et même la bande son du deuxième, je suis désolé, elle est pas incroyable. Faites-moi une version BD de Tron par un artiste qui pourrait faire du Mobius. Là, je prends. Mais en cinéma, ça m'a jamais trop parlé. Donc, par exemple, Warner Bros, là, ils ont fait 9 milliards de chiffre d'affaires, ce qui est pas mal du tout. Et une bonne partie de ça s'explique notamment par la branche cinéma. C'est-à-dire que, et on peut dire tout le mal qu'on pense de David Zaslav, mais c'est vrai que ce monsieur a eu quand même l'intelligence à l'époque où, pendant le coronavirus, tout le monde s'est tourné avec âpreté et cupidité vers le marché du streaming, en acceptant de ne pas revenir au cinéma ensuite, ce qui était idiot. Une fois que les salles ont rouvert, Zaslav, il a dit, on va arrêter de faire des films originaux, des productions originales en long métrage pour le marché du streaming, parce qu'il n'y a pas de retour sur investissement, il faut qu'on retourne vers les salles de cinéma. Ils se sont associés avec Apple pour exploiter les films F1 de Brad Pitt. Ça a très bien marché pour eux. Ça a très bien marché pour eux. Enfin, ça a moins marché que leur production originale, mais ils ont pris du coup du pognon, parce que le film F1, il a été payé en grande partie par la F1, donc ça a été, et puis par Apple qui, de toute façon, l'a exploité en salle, mais pour eux, c'était aussi un produit d'Apple pour la marque Apple, parce que c'est cool, tu vois, c'est Apple. Un produit d'Apple pour Apple. Ah, pas mal. Faut le dire vite. Pour dire ouais. Yes. J'ai pas ton talent pour l'élocution. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas. Donc, ils ont pris quand même 35 millions, tu vois, là-dessus. C'est rien, mais c'est un partenariat. Ça leur a rien coûté, 35 millions gratos, tu vois. Superman, a priori, selon eux, ça leur a ramené au moins 200 millions. Et, enfin, pour l'instant, parce que, encore une fois, ces chiffres-là, c'est l'exploitation en salle, mais aussi les ventes de Blu-ray, mais aussi les locations et achats en streaming. Et il n'y a pas tous les chiffres, hein. Ça, c'était une estimation, je crois que Variety avait publié. Une destination finale aussi. Weapons. Non, pas destination finale, c'est pas Warner. T'es sûr de ça? Ouais, je suis. Enfin, non, je suis pas sûr, mais je vais vérifier. Vérifier. Ça me semble bizarre, mais c'est Sinners, hein, surtout pour. Oui, c'est Sinners. C'est Sinners et Weapons, hein, plutôt. C'est Sinners, effectivement, voilà, une production originale par Ryan Coogler. D'ailleurs, il y aura un podcast, je vous le dis, Sinners sur First Print. Pour une raison toute bête, c'est que je l'ai rattrapé, que j'ai bien aimé et que je fais ce que je veux. Non, mais blague à part, c'est que Sinners, c'est, à défaut d'avoir un nouveau film Black Panther, c'est un peu le seul film qui sortira de la production du film Blade. Surtout, c'est ça, voilà. C'est-à-dire que Sinners a récupéré les costumes de Blade, donc techniquement, ce sera le seul film Blade qu'on aura. T'as raison, Bloodline, c'est aussi Warner, effectivement, donc ouais, tout à fait. Tu vois, alors. Oui, non, je sais pas pourquoi je m'étais mis que c'était Paramount, mais non, pas du tout. Et donc, effectivement, voilà, c'est plutôt des bons chiffres. Néanmoins, leur objectif à eux, c'est de présenter le meilleur bilan comptable possible, puisque ils veulent toujours quand même se faire racheter. Et à côté, pour la raison pour laquelle ils ont quand même perdu de l'argent, ils ont perdu quelque chose comme 128 millions, je crois, c'est que Warner Bros, ça reste un groupe multispécialiste, donc il y a aussi des parts dans la télévision linéaire. La télévision linéaire, c'est quoi? C'est TF1, c'est M6, c'est France 2, France 3, c'est tout ça. C'est les chaînes de télé. Les chaînes de télé, elles vivent de quoi? Elles vivent de la publicité. Or, encore une fois, l'industrie américaine étant ce qu'elle est, et ce sera pareil pour les IA, je vous l'annonce, il y aura un crash financier lié aux IA d'ici quelques années, comme ça. Oh, quelques mois peut-être. Hein. Peut-être même quelques mois. En croisant les doigts. Tous ces grands groupes qui voient un créneau et se disent il y a beaucoup de pognon à faire, ils foncent, sans se poser la question de ce qu'ils vont perdre en échange. Encore une fois, quand tous les grands groupes culturels ont foncé vers le streaming, ils se sont pas dit ah mais du coup, si on habitue trop les gens à consommer en streaming, parce que c'est pratique, il n'y a pas besoin d'être devant la télé à un horaire précis, on va enrichir ces plateformes qui après pourront même acheter des droits sportifs, donc les gens n'auront plus aucun intérêt à regarder la télé. Et dis donc, c'est trop bizarre. À la télé, on peut passer l'équivalent de 2 heures de pub dans une journée, alors qu'en streaming, on peut avoir 2 fois 2 minutes, sinon les gens en ont marre.
Mais t'inquiète pas, on va les faire payer pour avoir une offre sans pub. Ah oui, mais en fait, on gagne moins d'argent quand les gens prennent l'offre sans pub qu'avec des pubs. C'est con, hein. C'est drôle, c'est triste. C'est comme ça, je ne sais pas. Mais la publicité qui a fait tenir quand même une industrie entière pendant 70, 80 balais, là, actuellement, ne suffit plus à faire l'équilibre, en fait, des comptes sur une plateforme de streaming parce que ça marche pas, en fait, au produit. Avant, vous aviez une chaîne de télé qui marchait très bien. Vous pouviez vendre très cher un espace publicitaire. Sur une plateforme, vous faites pas ce calcul-là d'équivalence, en fait. Donc, du coup, voilà, en fait, les chaînes de télé, se cassent la gueule, les salles de cinéma se cassent la gueule parce que nos amis de Hollywood ont décidé que le streaming, c'était l'avenir, sans se demander si c'était vraiment viable financièrement. Voilà. Et je ne dirais pas I told you so parce que ça fait quand même quelques années que je le répète à tort et à travers, mais effectivement, du coup, Warner Bros, comme Comcast d'ailleurs, comprenant quand même la difficulté de ce problème qui maintenant est irrésolvable, puisque les gens se sont habitués à ce modèle-là et on peut plus revenir en arrière. Netflix est devenu trop gros pour être battu par les chaînes de télé. Oui, puis tout le monde a lancé sa propre plateforme de streaming, donc à un moment, voilà, c'est compliqué de dire en fait, Apple n'a pas de velléité télévisuelle, Prime Video pas spécialement non plus. Donc les nouveaux grands groupes, en fait, présentent l'avenir. C'est avec eux qu'il faut être concurrentiel, pas avec la télévision. Donc Warner Bros voulait, on l'avait annoncé, se séparer, diviser en deux ses actifs, avec d'un côté une entreprise qui gérerait précisément le cinéma, la production culturelle et le streaming, et une entreprise qui serait donc ce que je vais dire est un peu la boîte des vieux, la boîte des vieilles technologies qui ne sont plus rentables à cause des choix qu'ont fait ces grands industriels. Comcast fait pareil actuellement, ils sont en train avec j'ai oublié, c'est Versa, je crois qu'ils voulaient appeler ça. Ils sont en train pareil de regrouper un peu toutes les chaînes de télé à l'ancienne qui n'ont pas de département production pour les mettre sous une seule bannière et les séparer en fait de NBC Universal qui est en fait leur filiale à eux pour le cinéma et la production de séries télévisées et de streaming. Donc c'est là par exemple qu'il y a comment s'appelle leur plateforme, bref, on s'en fiche, peu importe. À qui? À Universal. Remarque, qu'est-ce qu'ils en ont une? Non. Il y a Paramount, qui a Paramount Plus. C'est pas Peacock. Ah si, NBC Universal, je crois que c'est Peacock, ouais, t'as raison. Ouais, il y a moyen. Des familles. Mais donc voilà, pour vous donner une idée, Comcast, c'est un groupe de télécommunications au départ, comme AT&T, mais ils sont pareil, multispécialistes, et ils ont racheté le groupe Universal, ils ont racheté effectivement NBC, qui est l'une des plus grandes chaînes aux États-Unis, qui était la chaîne qui produit toutes les sitcoms que vous adorez. Ils ont racheté DreamWorks, et ils ont racheté le studio Illumination, qui a fait le film Mario Bros notamment. Et du coup, c'est un géant du cinéma et de la technologie un peu, enfin des télécommunications un peu, qui serait effectivement intéressé aussi, qui était déjà d'ailleurs intéressé à l'époque pour acheter la 20th Century Fox. Et qui avait perdu cette enchère-là au profit du groupe Disney, parce que Disney ça leur a encore une fois coûté un peu beaucoup, parce que Disney s'est jamais vraiment relevé du rachat de la Fox. Oui, dans les faits, ils sont devenus plus gros, mieux pour eux. Néanmoins, après, c'est là que les chiffres ont commencé à plus être si bons que ça. Ils se sont dit, on a un super catalogue, on va pouvoir faire avec Disney+, et Hulu, la conquête du marché du streaming. Mais ils ont jamais réussi à battre Netflix, en vérité. Ouais. Et c'est là que Chapek a fait n'importe quoi. Et là, actuellement, Disney, encore une fois. La dernière fois, tu me posais la question du prix des actions Warner Bros. Oui. C'est 20 balles, hein, quand même. C'est pas énorme du tout. Faut vous dire qu'effectivement. Après, faut en acheter beaucoup, quoi. En comparaison de l'action de Apple, l'action de Netflix, l'action de Nvidia, on est très, très loin d'être sur le haut du marché, on va dire. Donc, c'est $22 pour l'action Warner Bros. Discovery. Et honnêtement, c'est pas mal, hein, parce que tous les groupes ne peuvent pas se targuer de ça. Tu vois, l'action de Paramount était beaucoup plus basse quand le groupe a été racheté par Skydance, par exemple. Et à côté, donc l'action Disney, elle va plutôt bien parce que c'est quand même beaucoup plus gros. Ils ont des départements plus importants, mais encore une fois, ça a beaucoup baissé depuis quelques années. Donc là, toujours cette espèce de crise, et c'est pour ça, je pense que Disney ne veut pas racheter d'ailleurs Warner Bros. Discovery. Donc 3 acteurs majeurs. La question qui se pose maintenant, c'est effectivement, en dehors du fait qu'on va payer un abonnement de moins tous les mois, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? On peut les énumérer. D'un côté, on a Paramount Skydance, qui appartient donc au groupe Ellison, une famille très proche du clan Trump, qui partage les idéaux globalement du clan Trump, qui a déjà appliqué, après le rachat de Skydance, une épuration idéologique. C'est-à-dire, grosso modo, les woke dehors, je caricature, hein, mais les woke dehors, les faf dedans. Hein, voilà, si vous voulez un résumé un peu schématique de ce qui s'est passé. À côté de ça, on a donc effectivement Netflix. Netflix, fondamentalement, ils sont, j'ai envie de dire qu'ils sont presque apolitiques. Les vrais gros nazis qui accusent Netflix d'être des gauchistes parce qu'ils ont mis une Cléopâtre noire ou qu'ils produisent des séries avec des LGBT+. Non. Netflix, en vérité,
ils vont dans le sens du vent. Sarandos, il a pas spécialement d'agenda idéologique précis. Je pense que lui est plutôt démocrate, mais néanmoins, ça n'empêche pas de produire des trucs très largement destinés au public républicain. C'est pareil pour Apple, c'est pareil pour Prime, c'est pareil pour Disney d'ailleurs. La plupart de ces grands groupes-là ont un peu renoncé à l'idée de faire du militantisme, et c'est bien naturel, ils doivent parler à 100% de la population américaine. Si on veut voir l'élection de Trump comme un référendum sur ce que veulent voir le peuple des États-Unis, de fait, ils sont plus forcément aussi ouverts à la diversité qu'avant. Donc Netflix, ça n'a pas forcément d'impact politique, on va dire, ou discursif. En revanche, ça en aura un sur les modes de consommation, puisque Netflix, quoi qu'ils aient fait beaucoup d'efforts pour mettre davantage de films au cinéma, ça reste une compagnie qui est streaming en premier. La priorité, c'est le streaming. Eux, justement, contrairement à David Zaslav, n'ont pas forcément en tête l'idée que l'argent est à faire dans la salle de cinéma. Donc ça va probablement changer des choses si c'est Netflix qui récupère le bordel. Beaucoup de gens sont pas très convaincus d'ailleurs de la viabilité du truc. Et il faut savoir que les Ellison, eux, ils voudraient racheter tout, donc chaîne de télévision et cinéma, c'est normal puisque eux, ils ont un plan de conquête culturelle, ils veulent faire une guerre culturelle, comme Bolloré. Alors que Netflix, eux, ils voudraient juste la partie production, c'est-à-dire qu'ils voudraient juste les studios et HBO Max. Voilà, ils voudraient pas les chaînes de télé. Vous rappelez quand même, Warner Bros, c'est CNN, hein, donc c'est le principal, on va dire, c'est le France Télévisions, enfin, en termes de ligne éditoriale, des États-Unis. C'est plutôt démocrate, ils font des vraies enquêtes de fond, c'est le plus gros réseau d'information aux États-Unis avec Fox News, c'est les ennemis naturels de Fox News. Si les Ellison récupèrent CNN, la démocratie aux États-Unis s'effondre, c'est la fin, etc. Donc bref, Netflix en l'occurrence, eux s'en battent les couilles d'information des chaînes de télé, donc ils vont pas racheter ce truc-là. Ça pourrait avoir une influence, parce que déjà Netflix ne veut pas forcément mettre beaucoup d'argent. Ils en ont beaucoup, mais pas forcément mettre beaucoup d'argent. Ils disent que it's a long shot, donc il faudrait beaucoup d'arguments pour que eux se mettent subitement à racheter Warner Bros. Et du coup, Comcast, eux, pareil, ils seraient plutôt pour racheter précisément les actifs de la partie streaming et cinéma. Néanmoins, on peut se poser la question de est-ce qu'ils auraient pas aussi envie de fusionner leur nouvelle boîte qui sert que au linéaire avec la boîte de Warner Bros qui servirait que au linéaire. Comcast, ils ont du pognon. De fait, s'ils se font encore doubler sur un rachat, ils se poseront la question de est-ce que tout le monde devient pas un peu trop gros pour nous? Mais encore une fois, ça va se décider à ce qu'ils proposent. C'est-à-dire, est-ce qu'ils proposeront plus d'argent que les Ellison, qui ont fait 3 offres quand même, en montant chaque fois le tarif, et 3 fois, Zaslav a dit non. Alors pourquoi? Parce qu'a priori, lui, il voudrait rester en interne à un poste de commandement important, ou parce qu'il veut beaucoup plus d'argent. C'est pas dit que, voilà. Apple ne s'est pas déclaré intéressé, Prime Video non plus, enfin Amazon non plus. Donc en fait là on a un peu fait le tour, j'ai l'impression, des candidats potentiels, à moins qu'un autre géant de la tech veuille d'un coup se mettre à produire des contenus. Je veux dire, si Mark Zuckerberg a envie d'avoir son studio à lui, tu vois, il pourrait mettre la thune que ça coûterait. Ou Musk, tu vois, Musk il va passer à 1000 milliards d'actifs en dollars, Musk, devenant l'homme le plus riche de l'histoire du monde maintenant. Donc peut-être que s'il lui a envie de faire des films promotionnels sur ses lunettes d'aviateur et sa marque de bagnole, voilà, on sait pas, mais dans l'absolu, actuellement, les grands acteurs classiques, traditionnels, sont un peu là énumérés. Alors, on n'est pas là pour dire qu'est-ce qu'on préférerait, hein, évidemment. Mais, enfin, si, on remarque, moi, je préférais que personne ne rachète Warner Bros. Mais, effectivement, ça, c'est la fin de la logique, entre guillemets, des fusions-acquisitions. Si cette fusion-là, elle est validée par le gouvernement américain, et il y a peu de chances que ce ne soit pas le cas. Enfin, je veux dire, en général, les Ellison, ils auront le soutien de Trump. Netflix, ils auront pas de problème parce que c'est pas une fusion linéaire, enfin, horizontale. C'est une fusion verticale. Comcast, a priori, pareil, ils estiment qu'ils n'auront pas de problème à obtenir le mandat de la FCC, donc la Fédération des communications aux États-Unis. Enfin, la Centre de communication fédérale des États-Unis, je veux dire. Dans tous les cas, Warner Bros va se faire racheter. Dans les 1 an, il y aura plus Warner Bros. Il y aura autre chose. Enfin, il y aura Warner Bros, voilà, mais qui appartiendra à quelqu'un d'autre. Warner Bros, Discovery, Paramount, Skydance. C'est très long sur les cartes de visite. Ouais. Il y aura Netflix, il y aura Warner Bros 2.2 où il y aura pas Universal ou Bros. Ah, il y a une option que t'as pas considérée encore. Si. Quoi donc? First Print Warner Bros. First Print Warner Bros. Mais moi j'aurais plein d'idées pour diriger DC Comics en plus. Hein. Je garde Jim Lee quand même. Mais bref, du coup voilà, en tout cas, encore une fois, j'avais rigolé l'autre jour en disant acheter des actions Warner Bros. Elles ont augmenté en valeur depuis. Ah bah merde, j'aurais dû suivre ton conseil. Ils ont pas augmenté beaucoup, hein. Je crois que c'est passé de 21 à 22, enfin c'est pas énorme non plus, mais à chaque fois qu'un nouvel acheteur arrive, du coup tout le monde se dit ah mais du coup il y aura des enchères, donc ils vont proposer plus cher, donc le prix de l'action monte mécaniquement. C'est un peu la seule truc concret que nous on peut faire en vérité, parce qu'on va pas écrire un courrier à des acheteurs pour lui dire va te faire niquer s'il te plaît.
Néanmoins, rappelez-vous quand même, voilà, encore une fois, il faut interroger un petit peu les sources. Allez voir quand même, parce que Paramount Cadence, ils produisent des films que vous allez peut-être voir au cinéma ou que vous avez peut-être loué en DVD ou en Blu-ray. Posez-vous la question de est-ce que ces gens qui sont du coup maintenant à la tête des groupes sont vraiment vos intérêts en tête, et que tout ça aussi, c'est un peu une marche vers l'avant pour devenir de plus en plus gros. C'est un vrai papier que j'ai lu récemment, je crois que c'est sur Bloomberg, où les mecs disent en fait que c'est une course, une marche forcée pour que ces grands groupes de la culture fusionnent avec la tech pour être protégés quand le démon IA va arriver. Parce que le démon IA, actuellement, c'est en train d'être tenté. Je crois que c'est d'ailleurs peut-être Paramount Skydance qui a essayé de produire un film entier en IA, en mettant toute leur bibliothèque de contenu tu sais, dans une sorte de gros mixeur pour dire voilà, tels éléments. Inspire-toi, entraîne-toi pour me faire un film autogénéré. L'IA a répondu non mais c'est pas possible. Même avec tous les films du monde, c'est trop long, trop compliqué, la mécanique est pas possible. Scène par scène, je peux essayer, mais en film entier, c'est pas possible. Donc en fait, voilà, l'idée ce serait qu'effectivement, soit la tech rachète les studios pour financer ces IA, soit à l'inverse, les studios se rachètent les uns les autres pour se prémunir et avoir des vrais budgets conséquents, une taille conséquente, quand effectivement l'armée des robots viendra taper à leur fenêtre et dire oh, on n'a plus besoin de vous parce qu'on peut générer ce qu'on veut d'un claquement de doigts. Donc voilà, c'est un gros dossier, un gros chantier. Moi, dans l'idée, j'avoue qu'effectivement, Comcast me paraîtrait le concurrent, enfin le candidat le plus naturel. Ils ont une structure qui est très proche de Warner Bros. Et dans le linéaire et dans le streaming. Ils ont le paravent d'avoir le financement des télécommunications qui font qu'ils n'ont pas de problème de pognon immédiat. C'est pas des gros nazis. Et ils ont envie de faire des films en salle. Donc si ça coche un peu toutes les cases que moi je préférerais qu'on coche. Néanmoins, il y a encore une fois une version des faits dans laquelle Zaslav fait exprès d'entretenir le flou ou le suspense juste pour obtenir un meilleur prix des Ellison. Les Ellison arrivent en embuscade, fin de CNN, fin de James Gunn, fin de John Oliver, fin des États-Unis, et voilà, terminé. C'est possible aussi. Voilà. Très bien, très bien. Bon, bah, on verra bien de quoi il en ressortira d'ici les prochains mois. J'imagine que c'est une question qui sera, qui finira par se régler. Et on en termine aujourd'hui pour ce front page. Voilà, 1h20 et quelques. C'est un petit front page. On vous avait prévenu. On vous rappelle donc que le formulaire de vote pour la présélection du prix du public, il est toujours ouvert jusqu'à ce mardi 11 novembre, 23h59. Donc, ne tardez pas si vous n'avez toujours pas voté. Ça vous prend pas beaucoup de temps et ça nous sera très utile et très important pour ce prix, puisqu'on vous dévoilera ensuite les 10 finalistes tout juste après. Et voilà, et si vous avez pas encore pris votre place et que vous pouvez venir au First Print Awards le 5 décembre prochain, n'hésitez pas. Également, la billetterie est dans la description de ce lien. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez partager ce podcast pour le soutenir, pour faire découvrir notre travail. Il y a également notre page Tipeee à laquelle vous pouvez souscrire et nous rejoindre également sur notre Discord. Voilà, tout un tas de choses à faire autour de First Print. Et on vous dit à bientôt pour le prochain podcast. Salut! Salut!